Et on va justement revenir sur cette crise sanitaire en France, au niveau aussi européen. On va également parler de la loi climat, loi très importante qui arrive en ce début de semaine avec différentes modalités à l'Assemblée nationale. Et notre invité ce matin est Pierre-Alexandre Anglade, député de la 4e circonscription des Français de l'étranger, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, rapporteur du projet de loi constitutionnelle visant à intégrer la défense de l'environnement dans l'article 1er de la Constitution. Pierre-Alexandre Anglade, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en studio sur Radio J. D'abord, revenons donc sur le sujet des violences urbaines. On en parle beaucoup, ça fait la une de l'actualité. Beauvais il y a 10 jours, la semaine dernière dans plusieurs quartiers de la métropole de Lyon, c'est Rix entre bandes encore lundi soir à Champigny-sur-Marne, hier dans le 16e arrondissement. Il y a aussi des maires menacés comme à Bron ou à Rieux-la-Pape dans les environs de Lyon. Cette situation, Pierre-Alexandre Anglade, ne montre-t-elle pas que, eh bien, comme tous les présidents, tous les gouvernements auparavant, Emmanuel Macron, lui aussi, semble se casser les dents sur ces épisodes de violence répétés? Il y a une violence qui est réelle dans le pays, qui est endémique, et qui ne date pas de ce quinquennat, qui est une violence que l'on connaît dans un certain nombre de quartiers depuis de très nombreuses années. C'est pas de cette législature que ces phénomènes se produisent. Cela étant, il y a un développement qui est inquiétant, c'est l'extrême violence que l'on peut retrouver dans les affrontements entre bandes rivales, qui autrefois n'atteignaient pas ces degrés de violence entre bandes. Et donc, il y a une action de police qui doit être menée, et c'est ce qui est fait depuis le début du quinquennat, avec un rehaussement des effectifs de police qui a été très conséquent. Je rappelle que sous les quinquennats passés, en particulier sous celui de Nicolas Sarkozy, les effectifs de police avaient été drastiquement réduits. Et donc, nous faisons une remontée en puissance de ces effectifs. C'est plus 10 000 fonctionnaires de police sur l'ensemble du quinquennat. C'est des moyens supplémentaires qui sont donnés, mais c'est pas qu'une réponse de police, parce que c'est un problème social. Et ce sont souvent de jeunes enfants, de jeunes adolescents qui se retrouvent dans ces bagarres. Et donc, il y a un accompagnement qui doit être fait à l'école, qui doit être en soutien de certaines familles qui parfois sont dépassées, non pas qu'elles ne veulent pas, mais parce que parfois c'est trop difficile. Et donc il faut être capable de combiner des actions de police, renforcement de moyens sur le terrain, du renseignement, la surveillance des réseaux sociaux, parce que souvent les combats entre bandes s'organisent sur les réseaux sociaux, et puis dans le même temps un accompagnement social. Et c'est ce qu'on a fait d'abord à l'école, en dédoublant notamment les classes CP, CE1 dans les quartiers les plus difficiles, parce que c'est à cet âge-là aussi que les inégalités de destin se creusent, que les différences se font. Et donc c'est un travail au long cours. Il y a une réponse immédiate avec de la sécurité évidemment, une réponse pénale aussi, mais il y a aussi et surtout une réponse sociale d'accompagnement qui doit être construite sur le temps long. Pierre-Alexandre Anglade, l'Assemblée nationale se penche depuis hier soir sur le projet de loi devant permettre d'intégrer la protection de l'environnement dans la Constitution. Première étape avant le fameux référendum annoncé par Emmanuel Macron. Vous êtes rapporteur de ce texte. Est-ce que vous êtes optimiste sur les chances d'adoption de ce projet de loi? On a pu lire que c'est pas facile de réunir les députés puis les sénateurs autour de ce sujet. Moi, j'ai beaucoup entendu de collègues dans certaines oppositions faire le match parlementaire avant même qu'il ait lieu. Et certains nous expliquant qu'au fond, le Sénat nous n'arriverions pas à nous entendre avec le Sénat avant même que l'Assemblée nationale ait pu se prononcer. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que nous avons commencé le débat parlementaire hier soir à l'Assemblée. Nous avons fini à minuit, nous reprenons cet après-midi. Nous avançons. Et moi, j'ai bon espoir que nous puissions à la fin trouver un accord avec le Sénat, parce que cet enjeu environnemental, il est absolument fondamental. Et ce que nous proposons avec ce texte, c'est d'inscrire dans la Constitution, qui est notre loi fondamentale, c'est ce qui organise la République française, c'est là où sont inscrites ses valeurs, son fonctionnement. Et bien, nous proposons d'y inscrire la préservation de l'environnement, de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. Nous serions le premier pays européen à le faire. Et donc aujourd'hui, la France est leader en matière de lutte contre le dérèglement climatique en Europe. Il faut que nous accompagnions ce processus en inscrivant ces principes dans notre loi fondamentale à son article 1er. Le texte justement de loi climat et résilience lui est arrivé lundi en commission à l'Assemblée nationale. La semaine dernière, 17 mois après les débuts de leur mission, les 150 volontaires de la Convention citoyenne qui avaient été tirés au sort ont adressé une note générale de 3,3 sur 10 à la reprise de leurs propositions. À la question dans quelle mesure les décisions du gouvernement relatives aux propositions de la Convention citoyenne sur le climat permettent-elles de s'approcher de l'objectif fixé par le président de la République, les conventionnels ont accordé un 2,5%. Ce n'est quand même pas très glorieux comme note. Alors d'abord, j'aimerais quand même souligner l'exercice démocratique inédit.
Première fois en France qu'un président de la République décide de convoquer des citoyens tirés au sort pour être capable de réfléchir à une question aussi importante que le dérèglement climatique et la protection du climat. C'est un sujet qui parfois peut susciter des divisions, des oppositions. On a vu le mouvement des Gilets jaunes qui avait d'ailleurs débuté sur cette question de la lutte contre le dérèglement climatique autour d'une taxe qui avait augmenté. Donc on voit bien les frictions que ça peut créer dans la société française. Et donc il y avait cette volonté, à la suite du mouvement des Gilets jaunes, du grand débat national, d'être capable de rassembler le pays en tirant au sort des citoyens d'horizons et de professions différentes pour avancer sur cette question climatique. Et il y a un travail important qui a été fait de la part des citoyens, 149 propositions, dont l'ensemble, presque l'ensemble, à l'exception de 3, ont été reprises, soit par voie réglementaire, soit par voie législative, et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et comment expliquer cette mauvaise note alors ? Je l'explique parce que, d'abord, cette convention, elle est très diverse dans sa composition. Par principe, oui. Elle est à l'image de la société française, donc vous avez des aspirations, des sentiments politiques différents. Il y a pu avoir certaines déceptions, des décalages par rapport à une ambition qui avait été fixée, et puis sa reprise et son inscription concrète dans la loi, parce qu'il y a des principes que l'on pose, mais après, quand vous faites la loi, ça doit s'adapter à des principes de réalité, donc parfois, vous êtes parfois en décalage avec ces ambitions. Et puis, il y a aussi une partie de ses membres qui ont mis la note de 0/20 à absolument toutes les mesures. Nous parlions à l'instant de la Constitution. Nous reprenons à l'Assemblée nationale, et j'en suis le rapporteur, mot pour mot, la proposition des citoyens. Eh bien, la note de la Convention citoyenne sur cette proposition, c'est 6/10. C'est déjà mieux. Oui, mais ça devrait être 10/10, en réalité. Nous reprenons mot pour mot. Donc, vous voyez bien qu'il y a pu avoir certains qui ont voulu faire un petit peu de politique, et au fond, c'est très bien que les citoyens veuillent faire de la politique, mais mettre 0/20 à toutes les propositions, quand certaines sont reprises en intégralité et sans fil, ça me semble excessif. Les restrictions du Covid en France, tous les indicateurs sont dans le rouge en Ile-de-France. Pourquoi pas de confinement local en Ile-de-France, comme on a pu le voir dans les Alpes-Maritimes ou dans le Pas-de-Calais ? D'abord parce que la situation sanitaire en Ile-de-France n'est pas la même que celle que nous pouvions connaître dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, le week-end dernier, quand le confinement a été décidé par le gouvernement, le taux d'incidence était 2 fois supérieur à ce que connaît le pays. Les services de réanimation étaient les plus engorgés du pays, et donc il y avait la nécessité de prendre des mesures de freinage supplémentaires. Vous savez, un confinement, c'est une décision très lourde, qui pèse sur la vie économique du pays, qui pèse sur la vie sociale, qui pèse sur la santé mentale d'une partie de la population, parce que maintenant on subit des restrictions à nos libertés depuis près d'1 an au nom de la lutte contre le coronavirus, et c'est tout à fait nécessaire et justifié eu égard à la situation sanitaire que l'on connaît, mais on ne prend pas une décision de confinement quand il y a encore d'autres alternatives. Et aujourd'hui, nous pouvons encore, si nous continuons à respecter les gestes barrières, tout ce que nous répétons depuis 1 an, à faire attention les uns aux autres, à poursuivre la campagne de vaccination, et on en dira vraisemblablement un mot. Oui. Mais si nous avançons sur ces jambes, sur ce chemin-là, alors il y a la possibilité d'éviter un confinement. C'est ce qui est fait par le gouvernement. Tout est fait pour éviter le confinement, et en même temps prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des Français quand c'est absolument utile. Donc pas de confinement pour l'instant en Ile-de-France. Il y a un conseil de défense sanitaire ce matin. Oui. C'est pas à moi de dire ce qu'il en sera, mais si j'ai entendu ce qui a été dit, il n'y aura à mon avis pas de mesures supplémentaires. Quand Benyamin Netanyahou propose de créer des passeports sanitaires entre Israël et la France, bonne ou mauvaise idée ? Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que le pass... Il en a déjà parlé via le député Meir Habib, il a même déjà écrit à Emmanuel Macron, c'est resté lettre morte ces dernières semaines. Je ne sais pas quel est l'état de la correspondance entre le Premier ministre de l'État d'Israël et le Président de la République, mais ce que je sais, c'est que le pass sanitaire est un des outils de sortie de crise que nous devons étudier. Et il faut pas avoir de dogmatisme ou faire d'idéologie sur ce sujet. Je pense cependant que c'est un débat un peu prématuré en France. Le pass sanitaire, qui n'est pas un passeport vaccinal, je le rappelle, le pass sanitaire, nous pourrons avancer concrètement dessus quand nous aurons notamment eu les débats politiques, juridiques, technique de cette application. Comment est-ce que ça se matérialise ? Est-ce que c'est du papier ? Est-ce que c'est dans un téléphone portable ? Est-ce que c'est une application ? Quelles sont les garanties en matière de protection des données ? Qu'est-ce qu'on inscrit dans ce passeport ? Est-ce que c'est simplement la vaccination ? Est-ce que c'est le fait d'avoir été déjà contaminé ? Est-ce que c'est le fait d'un PCR positif, négatif ? Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de questions qui l'entourent, et à ce stade, c'est à mon avis prématuré, mais c'est évident que ce sera un des éléments, à mon avis, de sortie de crise pour permettre la réouverture de nos lieux de vie, les bars, les restaurants, les lieux de culture qui subissent des restrictions depuis longtemps, et donc débattons de ce sujet, et je pense que nous pourrons peut-être à un moment donné aboutir dessus. Très bien, merci beaucoup Pierre-Alexandre Gade. On aurait pu parler effectivement des vaccins et de ces pays d'ailleurs qui se rapprochent aussi d'Israël. Vraiment d'un mot, c'est pas l'échec de l'Union européenne tout cela ? Non, je crois pas, je crois que ça a été à l'honneur de l'Union européenne d'être capable de faire preuve de solidarité en commandant ensemble des vaccins. Si les Européens ne s'étaient pas mis ensemble, alors vous auriez eu des pays qui auraient eu accès aux vaccins, d'autres qui n'auraient pas eu accès aux vaccins, et donc vous auriez eu une résurgence de l'épidémie dans la région.
Et l'important, quand on est dans un espace commun de 27 pays, c'est d'être capable d'avancer ensemble. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Anglade, député de la 4e circonscription des Français de l'étranger, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci.